Meboji Sangara est bien parti pour prendre la place autrefois occupée par Vital Kamerhe. L'Union sacrée a décidé, sans primaire cette fois, qu'il serait son candidat unique pour la présidence de l'Assemblée nationale, un mot d'ordre que les autres challengers seront contraints de suivre. Après des contestations qui ont paralysé les activités au Palais du Peuple la semaine dernière, un compromis semble avoir été trouvé entre la fonction publique et les agents. Le ministre des tutelles a dû s'impliquer personnellement pour décanter la situation. Détail à suivre dans ce journal. Et il s'est tenu à Kinshasa ce jour un atelier sur le système de protection des enfants en République démocratique du Congo, une initiative du Bureau international des droits de l'enfant avec la participation du gouvernement pour aboutir à un système plus inclusif et donc davantage de sécurité pour les enfants. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors que plusieurs candidats se sont manifestés la semaine dernière pour prendre la tête de l'Assemblée nationale, le bureau politique de l'Union sacrée de la nation vient de trancher. C'est bien Meboji Sangara, la cinquantaine révolue, un autre cadre de l'UNC, parti de Vital Kamerhe, qui est désigné par la majorité présidentielle pour ce poste. Lundi dernier, il avait déposé sa démission au gouvernement pour se positionner favorablement. Après plusieurs jours de consultations et de tractations politiques au sein de la majorité parlementaire de l'Union sacrée de la nation, les députés ont finalement un candidat unique pour succéder à Vital Kamerhe à la présidence de l'Assemblée nationale. Cette décision marque la fin des spéculations et des candidatures multiples qui avaient animé la scène politique ces dernières semaines. Selon certains analystes, la désignation du candidat unique résulte du choix du chef de l'État Félix Tshisekedi et d'un large consensus entre différentes forces politiques membres de l'Union sacrée sous la conduite du président Félix Tshisekedi. L'objectif est d'éviter toute division interne au sein de la coalition et de garantir une stabilité institutionnelle à la Chambre basse du Parlement. Le candidat retenu aura la lourde responsabilité de poursuivre les réformes engagées par son prédécesseur, Vital Kamerhe, tout en veillant à renforcer la collaboration entre le pouvoir législatif et exécutif pour répondre aux aspirations du peuple congolais. Cette démarche s'inscrit dans un contexte marqué par des enjeux politiques majeurs, notamment la relance du programme législatif, le contrôle de l'action gouvernementale, la préparation des prochaines réformes institutionnelles et la révision constitutionnelle. La désignation d'un candidat unique met également fin à la multiplicité des ambitions internes qui risquaient de fragiliser la majorité au pouvoir. Plusieurs personnalités, parmi lesquelles Meboji Sangara, Christophe Mbosonkodia, Mayo Mambeke, Baudouin, avaient initialement manifesté leur intérêt pour les postes avant de se rallier à la décision commune. Cette unité retrouvée au sein de l'Union sacrée serait perçue comme un signal fort de maturité politique qui traduirait la volonté des élus de privilégier l'intérêt général et la stabilité du pays. Le vote d'investiture du nouveau président de l'Assemblée nationale interviendra dans les prochains jours conformément au règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Avec cette décision, l'Union sacrée espère ouvrir une nouvelle page de concertation, d'efficacité et de responsabilité parlementaire au service du peuple congolais et de la consolidation de la démocratie. Et puis sachez que la grève du personnel de la Chambre basse du Parlement est élevée dès à présent. C'est la conséquence de la mise en place d'une commission tripartite Assemblée nationale, gouvernement et revendicateurs en vue d'apporter des réponses aux préoccupations des administratifs. À la Chambre basse du Parlement, les administratifs ont décidé de reprendre le travail après plus d'un mois de grève. C'est ce qui ressort d'une importante réunion avec le bureau de l'Assemblée nationale à laquelle a pris part le vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Laquelle réunion a débouché sur une option, la mise en place d'une commission tripartite devant régler les revendications. Et la grève du personnel administratif est aussi intervenue du fait de beaucoup de malentendus, des choses qui n'ont pas été bien expliquées et bien comprises. Il s'agit de revendications relatives à l'augmentation de salaire, une situation qui a été discutée en temps réel avec le gouvernement de la République qui a formulé des propositions de retrait pour nous l'occasion d'évaluer les mesures qui ont été mises en place en termes de sécurisation
du palais du peuple, suite des incidents survenus lors de la plénière du vendredi passé, mais aussi de pouvoir trouver un cadre permanent de concertation dans lequel nous serons accompagnés par le vice-premier ministre pour des solutions définitives. Jean-Pierre Liaou s'est réjoui d'être associé à ce processus de discussion, mettant autour d'une table les fonctionnaires de l'Assemblée nationale et le décideur pour mettre fin à la crise. On a décidé donc de mettre en place un cadre d'échange, un cadre de dialogue, de discussion. Et comme vous le savez, lorsqu'il y a grève et que l'employeur décide finalement de mettre en place un cadre, eh bien la grève est automatiquement suspendue. Ça relève du droit syndical élémentaire. C'est parti pour un dialogue franc entre toutes les parties dans le but d'apporter des réponses à chacune des revendications soulevées par les administratifs. L'actualité, c'est aussi la conférence de haut niveau sur le flux financier illicite d'origine commerciale dans le secteur minier. La cérémonie a été présidée par le ministre des Finances, Doudou Fouamba. Au nom du gouvernement, il intensifie la lutte contre les flux financiers illicites qui constituent l'un des principaux obstacles à la mondialisation des ressources internes dans l'économie africaine. Au nom du gouvernement, Doudou Fouamba Likonde Libotaï prend le pari d'intensifier la lutte contre les flux financiers illicites d'origine commerciale dans les secteurs miniers. Le ministre des Finances a présidé à Kinshasa la cérémonie inaugurale de la conférence de haut niveau sur les flux financiers illicites d'origine commerciale dans les secteurs miniers, organisée par la coopération allemande, en collaboration avec les 3 régies financières congolaises, DGI, DGRAD et DGDA. Cette conférence vise à renforcer la synergie entre les services fiscaux pour aboutir à des conclusions tangibles, à une feuille de route pour une réforme profonde du secteur. L'enjeu est de parvenir à une meilleure traçabilité des transactions et à l'élimination de l'évasion fiscale, afin de favoriser les retours des capitaux au pays et de doter le gouvernement des moyens nécessaires pour matérialiser la vision du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Place sous le patronage du ministère des Finances. Ces assises vont se clôturer ce vendredi 31 octobre prochain avec à la clé la déclaration de Kinshasa. La lutte contre les flux financiers illicites n'est pas une contrainte imposée à la République démocratique du Congo. C'est un choix de souveraineté, un devoir de justice sociale et une condition de développement durable. En déployant ces actions, le gouvernement, selon le ministre Doudou Fouamba, entend protéger les richesses nationales et restaurer la confiance dans la gouvernance financière afin de transformer la richesse minière du pays en un levier de développement réel et inclusif. La cérémonie inaugurale de la conférence de haut niveau sur les flux financiers illicites d'origine commerciale dans les secteurs miniers a rassemblé une pléiade de hautes personnalités, dont le président de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale, les vice-ministres des Finances et du Budget, l'ambassadeur d'Allemagne en République démocratique du Congo, pour ne citer que cela. Parmi les officiels qui ont effectué le déplacement de Kinshasa figure également Aline Makano, bourgmestre intérimaire de la commune de Fungurume, qui participe à cette conférence sur le flux financier illicite, preuve de sa volonté à œuvrer en faveur d'une gestion basée sur des valeurs dans sa municipalité. Il s'est ouvert ce mercredi au centre financier de Kinshasa la conférence de haut niveau sur les flux financiers illicites d'origine commerciale cas du secteur minier, organisée par la coopération internationale allemande pour le développement GIZ sous le patronage du ministère des Finances. Ces assises mobilisent officiels, partenaires financiers, régies financières autour d'une dynamique, apporter une réponse nationale forte contre les flux financiers illicites qui font perdre à l'État beaucoup de recettes. Très attachée au développement de sa municipalité, la bourgmestre intérimaire de la commune de Fungurume, Aline Makano, qui tient à une gestion saine et orthodoxe des finances publiques ainsi qu'à la lutte contre la corruption conformément à la vision du chef de l'État et sous le leadership de la gouverneure Fifi Masuka, participe à ces travaux de 3 jours dont l'objectif est d'identifier les réformes à mettre en œuvre afin de renforcer la transparence et la gouvernance dans le secteur minier. Conscient de l'urgence d'agir contre ce fléau qui menace la vie économique du pays, le ministre des Finances
estime que la lutte contre les flux financiers illicites est un devoir républicain et un impératif de souveraineté nationale. À en croire le représentant de la GIZ, le débat aborderont la prévention, la détection, la poursuite et le recouvrement des avoirs ainsi que la coopération internationale dans un esprit interinstitutionnel. La participation de la délégation de la commune de Fungurume à travers sa bourgmestre Aline Makano Chilombo confirme sa volonté à œuvrer en faveur d'une gouvernance axée sur des valeurs positives. Michel Kaboué Mwamba, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, exhorte la population à se faire vacciner massivement contre la fièvre jaune. Il l'a dit au cours de la séance plénière du 27 octobre, qui a également adopté le calendrier des recueils trimestriels des documents et renseignements relatifs à l'exécution du budget de la province. Lors de la séance plénière de lundi 27 octobre 2025, l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a adopté le calendrier trimestriel des recueils des documents relatifs à l'exécution du budget. Ce document essentiel, présenté par la Commission économique et financière, a été validé, avec quelques observations. Les élus ont ensuite jugé recevable et adopté avec réserve le rapport d'émission de la délégation parlementaire à Kinshasa, mené par la vice-présidente, l'honorable Liliane Kombamaka. La plénière a également été le théâtre de plusieurs motions d'information. L'honorable Mayamba Chilonde Moïse a interpellé le bureau sur l'arrestation de Madame Aïcha Kishala, responsable de l'ONG Dynamique des femmes pour le développement du Congo, suite à un conflit financier. De son côté, l'honorable Killer Moubambe a alerté sur la recrudescence des accidents de circulation sur les tronçons Lubumbashi-Likasi et Lubumbashi-Kasumbalesa causés par des véhicules abandonnés sur la chaussée, invitant au passage le ministre provincial des Transports à agir. L'honorable Tchanda Mwenge Jean-Paul est revenu quant à lui sur le dossier de la non-installation du chef du groupement Kassongo, territoire d'Impueto, en dépit des recommandations antérieures de l'Assemblée. Enfin, l'honorable Eugénie Boukassa a informé la population du lancement d'une campagne de vaccination contre la fièvre jaune. Profitant de l'occasion, le président Michel Kaboué a vivement exhorté la population haut-katangaise à se faire vacciner. Quelle que soit votre religion, nous demandons à la religion des Kosolo, des Mbunga, ceux qui n'acceptent pas les médicaments, de se faire vacciner. Si vous refusez, l'État va mettre la main sur vous. C'est une obligation parce qu'on veut éradiquer cette maladie-là. C'est par un huis clos que la séance plénière de ce jour a été clôturée. Le gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a lancé le mardi 28 octobre le test de sélection des lauréats ayant obtenu au moins 75% à l'examen d'État dans le cadre du programme Excellencia Lualaba Bora, 4e édition de la fondation Lona de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. En présence des autorités provinciales, elle a encouragé les candidats à viser l'excellence pour honorer leur province tout en saluant la vision de la première dame en faveur du mérite et de l'égalité des chances dans l'éducation. Poésie a servi de cadre mardi 28 octobre 2025 au lancement officiel du test de sélection Bourse Excellencia Lualaba Bora. La cérémonie a été présidée par la gouverneure de province. Cette épreuve destinée aux élèves finalistes du secondaire ayant obtenu au moins 75% aux dernières épreuves d'examen d'État a pour objectif d'identifier les meilleurs lauréats du Lualaba appelés à bénéficier des bourses universitaires offertes par la fondation Lona, une initiative de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Accompagné du vice-gouverneur de province Clément Moufoundji, de quelques ministres provinciaux ainsi que des membres du conseil provincial de sécurité, avec des mots dignes d'une femme vertueuse, Marie-Thérèse Masuka Saini a encouragé personnellement les candidats. Elle les a appelés à faire preuve de discipline, de rigueur et de détermination tout en rappelant l'importance de cette bourse dans la valorisation du potentiel intellectuel de la jeunesse de sa province de cœur. La gouverneure Masuka a également salué la vision éclairée de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi qui, à travers la fondation Lona, valorise l'excellence, l'égalité des chances et l'autonomisation de la jeunesse congolaise. Elle a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à soutenir toutes les initiatives qui
qui concourent à l'élévation de l'éducation dans la province cobaltifère. Faites de sorte que vous devenez encore les meilleurs. Faites de sorte que vous récupérez la deuxième couronne qui est devant vous, afin que vous puissiez, pourquoi pas, aller nous représenter en dehors de la province du Lualaba, en dehors de la RDC, et que vous soyez la lumière pour vos familles, pour notre pays. Quand vous allez revenir, vous allez construire plus que ça. De leur côté, les candidats se sont dit motivés et honorés de prendre part à ce programme d'envergure. Cette action s'inscrit parfaitement dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, basée entre autres sur une éducation inclusive, équitable, de qualité pour tous. Le pont Embo, situé sur l'axe Nyanya, en territoire de Wamba à Isiro, sera bientôt opérationnel. Les travaux de réhabilitation étaient arrivés à leur terme. La circulation va donc bientôt reprendre. Des précisions avec le directeur provincial de l'Office des routes de Haut-Tuélé, Nsimba Nsunda Mbokolo. Les travaux de remplacement du pont Embo, situé à cheval entre les provinces de l'Uturi et du Haut-Tuélé, tendent déjà vers leur fin. C'est ce qu'a confirmé le nouveau directeur provincial de l'Office des routes Haut-Tuélé, M. Ntimba Tunda Mbokolo Josephine, au cours d'une interview accordée à Télé 50 depuis son bureau de travail à Isiro. Nous avons terminé les travaux de l'infrastructure, c'est-à-dire les kilés. C'est terminé à plus de 95%. Il nous reste juste à finaliser avec les sommiers que nous étions en train de faire et puis la pose des appareils d'appui. Ça a déjà été exécuté. Selon le directeur récemment muté de la province du Maïndombe, les travaux avancent à un rythme satisfaisant grâce à la bonne collaboration entre l'Office des routes et le gouvernement provincial du Haut-Tuélé. Tout s'inscrit dans le cadre de la continuité de l'action de l'État. Donc tout ce qui a été fait avec mon prédécesseur, moi j'ai hérité de tout ce puis j'ai continué. C'est-à-dire j'ai trouvé les travaux du pont Zoro, toujours sur la RN26, à plus de 15 km de Durba. Et il y a des travaux que j'ai trouvés, c'est le pont Gombaré. Ces derniers, a-t-il souligné, se montrent déterminés à désenclaver les routes et à réhabiliter plusieurs ponts V8. Dans moins d'un mois, l'ouvrage sera déjà opérationnel. Enfin, le numéro 1 de l'Office des routes du Haut-Tuélé a rassuré les usagers que dans un mois, le pont sera ouvert à la circulation après l'achèvement des derniers travaux sur le culé. Profitant de la première semaine nationale du climat, Marie Nyange Ndambo, la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, a tenu une séance de travail cruciale ce mercredi avec les 26 ministres provinciaux en charge de l'environnement qui sont présents dans la capitale. Cette rencontre visait à dynamiser la collaboration entre les niveaux national et provincial, partager la vision du nouveau leadership ministériel et recueillir les doléances des différentes provinces. La ministre a profité de l'occasion pour présenter le nouveau programme du gouvernement La Forêt c'est nous et recueillir les préoccupations liées à la bonne marche de leur ministère dans les différentes provinces. On ne peut pas travailler dans le secteur de l'environnement sans impliquer tout le monde, parce que quand on va en province, les ministres provinciaux doivent être informés. Ils doivent assurer le suivi des actions que nous menons sur terrain. Alors si eux ne sont pas informés, comment est-ce que nous allons assurer l'efficacité de ce que nous faisons? Cette séance est la première d'une série qui constitue le cadre de concertation permanent pour adresser les défis gouvernementaux et assurer le succès du programme gouvernemental dans ce secteur stratégique. Les ministres provinciaux de l'environnement ont exprimé leur engagement à soutenir les initiatives proposées. Nous avons eu l'occasion d'échanger sur un certain nombre de difficultés que chaque province a, et de voir de quelle manière notre ministre peut nous appuyer et nous aider à être plus efficaces dans nos provinces, dans le secteur de l'environnement. Ces moments marquent une étape importante dans la lutte contre la crise environnementale en affirmant l'engagement du gouvernement à travailler main dans la main avec les provinces pour un avenir meilleur. La ministre de l'Environnement et Nouvelle économie du climat a souligné l'importance d'une approche unifiée pour faire face aux enjeux environnementaux complexes de la République démocratique du Congo. Elle a également mis en avant la nécessité d'impliquer toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre des initiatives écologiques afin de garantir un développement durable qui puisse bénéficier à l'ensemble de la population.
La neutralité ne protège pas les victimes, elle encourage l'agresseur. Telle est l'accroche centrale autour de laquelle le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba Kabouya, a construit son plaidoyer pour la reconnaissance du génocide congolais devant le centre nord-sud du Conseil de l'Europe. C'était ce mercredi 29 octobre à Lisbonne, au Portugal. Participant à la réunion du comité exécutif du Centre Nord-Sud au Conseil de l'Europe, la parole a été accordée au ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, de présenter la RDC et ses ambitions au sein du Centre Nord-Sud qui a pour objectif de favoriser le multilatéralisme, notamment sur les questions des droits humains, de démocratie et de développement durable. Le ministre a centré son allocution sur le multilatéralisme rénové fondé sur le respect de la vie et de la dignité humaine. Déjà, il a déploré l'agression de la RDC par le Rwanda, laquelle agression a déjà occasionné 10 millions de morts et 10 millions de victimes survivantes. Le ministre a notamment signalé les cas de génocide et demandé au Centre Nord-Sud de ne pas garder le silence et d'éviter la neutralité. Je demande au Conseil de l'Europe de reconnaître les génocides commis en RDC. Votre silence sur le génocide est compris par le Rwanda comme un acte d'encouragement. Touché par l'appel du ministre des Droits humains, les membres du comité exécutif ont décidé à l'unanimité d'observer un moment de silence en mémoire des victimes de l'Est de la RDC. Enfin, le ministre Samuel Mbemba a souligné les avancées réalisées par la RDC dans le domaine des droits de l'homme sous la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ouverture officielle de l'école internationale d'élite Regard Afrique Academy. Après Brazzaville, la fondatrice Nathalie Sassou a décidé de son implantation à Kinshasa, qui marque une nouvelle étape dans l'expansion d'un modèle d'enseignement centré sur l'excellence, la curiosité et la confiance en soi. La cérémonie s'est déroulée au sein même de cet établissement scolaire. Située sur l'avenue du Fleuve, dans la commune de Kitambo, l'école d'élite Regard Afrique Academy ouvre ses portes à Kinshasa. Avec une section maternelle et primaire, avec une approche pédagogique active et différenciée, elle est dirigée par une professionnelle, Bilombo Kabamba. Nous ici, à Regard Afrique Academy, nous avons choisi de nous aligner sur un programme anglophone qui s'appelle le English Programme. C'est un cursus académique que nous avons déjà travaillé ailleurs, que nous adaptons ici, et ça permet aux enfants d'avoir une estime de soi. C'est un programme qui aide tout un chacun, c'est-à-dire que ce n'est pas une particularité sur un seul enfant, mais c'est globalement sur plusieurs enfants. La première extension existe depuis 2019 au Congo-Brazzaville. La fondatrice Nathalie Sassou, épouse du ministre de la Coopération internationale, Denis Christelle Sassou, met en avant-plan la méthode Spectrum, une référence éducative américaine pour renforcer les compétences linguistiques des enfants qui passeront par cette école. C'est cette conviction, cette urgence de transmettre qui a fait naître l'école Regard Afrique en 2019 à Brazzaville. Ce n'était pas simplement l'ouverture d'une école, c'était un acte de foi. La foi qu'en offrant à nos enfants un espace d'excellence, de curiosité et de confiance, nous pouvions changer leur destin et celui de tout un continent. Construit dans les normes, Regard Afrique Academy offre en plus un service de famille avec une cantine scolaire, un transport scolaire, l'application mobile pour la communication école-parents. Regard Afrique Academy se veut donc une école de qualité pour un avenir radieux de nos enfants. Il y a 24 ans, soit le 26 octobre 2001, à Likasi, dans le Haut-Katanga, 21 personnes, parmi lesquelles 15 agents de l'Africaine d'explosifs Afridex, ont perdu la vie à la suite d'une explosion dont la cause reste encore mystérieuse à ce jour. Pour rendre hommage aux victimes, une cérémonie de commémoration a été organisée par le directeur général d'Afridex, le lieutenant général Sikabwe Asindafal. L'Africaine d'explosifs Afridex a organisé une cérémonie d'hommage aux victimes du sinistre survenu le 26 octobre 2001. Une tragédie causée par une explosion due à la manipulation d'explosifs qui avait coûté la vie à 21 personnes, dont 16 agents d'Afridex, 2 militaires, ainsi que 3 agents du CRPD. La cérémonie a débuté par une prière conduite par le directeur général d'Afridex, le lieutenant général Sikabwe Asindafal. Ce moment de recueillement a marqué le début des hommages rendus aux disparus.
La cérémonie a eu lieu à la stèle érigée en mémoire et en hommage aux victimes. Réunissant les agents et cadres d'Afridex ainsi que le membre des familles des sinistrés venus se joindre à cette commémoration. Plusieurs temps forts ont marqué cette cérémonie, parmi lesquels le témoignage poignant d'un agent présent le moment du drame, un moment solennel des dépôts des gerbes de fleurs par le DG d'Afridex et un représentant des familles éprouvées. Dans son mot des circonstances, le lieutenant général Sika Boissinda Fall a exprimé sa solidarité et l'engagement d'Afridex envers les disparus. Cet incident est survenu en une période critique où la nation avait besoin de la technicité et du savoir-faire de ses fils, qui malheureusement se sont retrouvés fauchés en plein exercice de leurs fonctions. L'origine de cet incident est demeurée un mystère. Ce qui est certain est que la nation a perdu ses citoyens. Les familles ont perdu leurs parents. Les amis ont perdu leurs proches. Afridex a perdu ses agents. Je demande à Dieu que leurs âmes reposent en paix. La cérémonie s'est achevée par le partage d'un repas copieux avec les invités. L'Africaine d'Explosif réaffirme ainsi son devoir de mémoire et son soutien aux familles touchées par le drame il y a 24 ans. Selon l'UNICEF, 15% des enfants entre 5 et 17 ans exercent une activité économique en République démocratique du Congo, dont 13% dans des conditions dangereuses. Des chiffres alarmants qui remontent à peine à 2021 et tristement normalisés par des conditions de survie. Ce mercredi, le Bureau international des droits de l'enfant a réuni les acteurs nécessaires du secteur en présence du gouvernement pour aboutir à plus d'inclusivité pour de meilleurs résultats. C'était en présence de la ministre des Genre, Famille et Enfants, représentant du gouvernement, de la représentation de l'ambassade du Canada, ainsi que de plusieurs acteurs clés de ces secteurs, que l'atelier du lancement de l'état des lieux du système de protection de l'enfant en République démocratique du Congo a vécu ce mercredi à Kinshasa. Cet exercice capital a pour objectif général d'analyser la contribution et les degrés d'intégration des secteurs moins classiques au système national de protection de l'enfant. Le gouvernement est conscient des enjeux sur la table et tient à cheminer avec tous les autres acteurs pour des solutions concrètes. L'état des lieux que nous venons de lancer n'est pas une fin, mais un point de départ, celui d'une action partagée pour bâtir un système de protection plus fort, plus cohérent et plus proche des enfants. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère du Genre, Famille et Enfants, s'approprie les conclusions et recommandations idoines formulées aujourd'hui. Nous veillerons à ce qu'elles soient intégrées dans les politiques nationales, dans le processus de validation de la politique nationale de l'emploi déjà en cours. Mais cette appropriation doit aller au-delà du gouvernement. J'invite ici l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, les institutions publiques et le secteur privé à faire de ces recommandations des repères pour orienter leurs propres actions, projets et priorités. À ce jour, l'on compte plusieurs défis structurels allant des persistances des violences, l'exploitation, la marginalisation des enfants malgré le cadre légal, la pauvreté chronique, la stigmatisation des enfants vivant dans la rue, pour ne citer que cela. Ces états des lieux, fruits du Bureau international des droits des enfants, visent un système de protection plus inclusif et intersectoriel. Il faudrait à court et long terme aménager un cadre de formation en faveur des acteurs classiques et non classiques, c'est doter des outils harmonisés, faire davantage participer les enfants dans les échanges et idées sur leur protection. À la DGRK, hier mardi 28 octobre, les huissiers fiscaux de l'administration de la capitale, accompagnés de ceux du parquet, ont poursuivi l'opération de scellage pour le compte de la direction des recettes limitées DGRK DER, dont le siège est situé sur 12e rue industrielle. Le chargé de mission de la Direction générale de recettes de Kinshasa, Gérard Kaja, reste déterminé à remettre de l'ordre dans le recouvrement des impôts et des taxes auprès de tous les assujettis. Cette fois-ci, les petites et moyennes entreprises œuvrant dans la commune de Limité et accusant des irrégularités dans le paiement de différents actes générateurs fiscaux, bien que toutes les procédures entachées par le fisc ont été ciblées.
Parmi ces petites et moyennes entreprises, il y a notamment ETS Licheng Vitre, Dépôt Boisson Bernice, Espace Je me trouve chez Mimi Kumbu, dont la plupart scellés par manque de paiement de la revenue sur le loyer RL. Il faut savoir qu'aussitôt la situation régularisée, le contribuable sera remis dans sa liberté d'exercer ses activités comme l'exige la loi. Il s'est de rappeler que tous les assujettis pris en charge par la direction de recettes limitées doivent se hâter car cette opération de scellage va se poursuivre jusqu'à ce que tous les récalcitrants subiront la rigueur de la loi, d'où les contribuables non en règle avec l'administration fiscale de la ville de Kinshasa sont priés de s'acquitter de leurs devoirs. First Bank RDC franchit une nouvelle étape dans la transformation digitale du secteur bancaire congolais en lançant la vraie expérience digitale, une solution innovante, accessible sans Internet. La banque rend les services financiers disponibles à tous, même dans les zones les plus reculées du pays. First Bank RDC vient de révolutionner l'accès aux services financiers. Cette institution bancaire vient de marquer un tournant décisif dans la transformation digitale du paysage bancaire congolais. La banque a dévoilé la vraie expérience digitale, une solution innovante pensée pour faciliter l'accès aux services financiers dans tous les pays. Fini les files d'attente et les dépendances à la connexion Internet. Désormais, un simple code, celui-ci, suffit pour accéder à un large éventail des services bancaires. Consultation de soldes, transferts, retraits et recharges téléphoniques, tout est désormais possible, même dans les zones les plus reculées. Cette conviction, ça serait l'un des meilleurs moyens pour servir nos clients. Conçue pour répondre aux réalités locales, cette plateforme est compatible avec tous les réseaux mobiles et disponible 24 heures sur 24, une avancée majeure pour les Congolais vivant dans les zones reculées où la connectivité reste un défi quotidien. Sur notre nouvelle campagne que nous lançons, que nous appelons la vraie expérience digitale, effectivement, on vient donner une expérience différente sur le marché, avec des applications qui marchent, qui sont fluides, qui sont accessibles 24 heures sur 24 et dont l'accès est vraiment facile d'usage. Un peu comme on était en train de le dire, nous avons réduit les nombres d'étapes lorsqu'on veut faire une transaction, juste pour permettre aux clients de transacter sans problème. La vraie expérience digitale des First Bank DRC n'est pas qu'un simple slogan, mais une révolution silencieuse en marche au service des Congolais. La Robank a apporté son soutien à la fondation Bomoko pour son engagement dans la lutte contre le cancer du sein en ce mois d'octobre. Les vivres et l'enveloppe sont arrivés en main propre de la responsable de la banque en charge des actions sociales et publiques, Rita Masengo, a rencontré sur place les femmes qui participent à la campagne lancée pour sensibiliser et dépister les femmes sur l'initiative de la présidente du conseil d'administration de la fondation Bomoko, Melissa Charoufa Amissi. Suite à son intense activité médiatique en ce mois d'octobre, la fondation Bomoko a attiré la curiosité de quelques partenaires bailleurs de fonds sensibles sur cette question de lutte contre le cancer et celui du sein en particulier. C'est le cas de la Robank, représentée ce mercredi par sa responsable des actions sociales et publiques, Rita Masengo. Elle s'est personnellement rendue à la clinique Bomoko dans la commune de Kalamou où se tient depuis quelques semaines une vaste campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer de sein. La Robank étant un établissement engagé dans cette noble lutte, elle a salué le travail abattu sur place tout en encourageant avec quelques biens, pagnes, blouses et une enveloppe pour une meilleure prise en charge des femmes pendant cette campagne. Notre visite ce jour au centre médical Bomoko est dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein, dans le cadre du mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Nous voulons également mettre un accent sur l'engagement de nos banques dans cette lutte, pas seulement à Kinshasa, mais dans différentes provinces. Le conseiller de la fondation Bomoko en charge des stratégies et planification, Michael Botenjou, a dit toute la reconnaissance de cette organisation pilotée depuis 2017 par Melissa Charoufa Amissi. Au nom de la fondation Bomoko, par l'entremise de sa présidente, Madame Melissa Charoufa Amissi, nous remercions la Robank de nous avoir doté des blouses médicales ainsi que des pagnes et une enveloppe qui va permettre au centre médical de bien fonctionner et de pouvoir très bien soigner ses patients.
La Fondation Bomoko n'a pas croisé les bras un seul instant en ce mois d'octobre, retenu traditionnellement pour la lutte contre le cancer du sein, un des plus mortels qui sont en circulation. Une des chances pour survivre, c'est de le détecter le plus tôt possible. Au centre Bomoko, tous les jours, plusieurs dizaines de femmes sont sensibilisées sur la question, brisant ainsi un tabou inutile qui ôte des vies. Cérémonie de remise des cadeaux aux agents retraités de la Sonal SA. Cet établissement public de l'État a honoré ses anciens employeurs ce mercredi dans l'agence de la Société nationale de loterie située dans la commune de Kalamou. Un moment de joie et de reconnaissance à ceux qui ont rendu le loyaux service à cette entreprise de l'État. La Société nationale des loteries, Sonal SA, a honoré ces jours ses agents retraités. Une initiative de l'administrateur directeur général Claude Solange Tibakayoa qui a réuni ces derniers dans la commune de Kalamou en présence du bourgmestre, des cadres et agents et autres personnalités. À leur actif, les cadeaux composés d'épargne et autres, ainsi qu'un diplôme de mérite pour leur dévouement dans le travail, une référence d'inspiration pour les autres. La porte de la Sonal, l'air sera toujours ouverte. Et ils viendront comme fils maison. En cas de besoin, ils poseront les problèmes. Ils n'ont pas coupé les ponts. C'est juste un autre chapitre qui s'ouvre dans leur vie. Mais il reste toujours les agents. Mais au-delà de ça, moi, en tant que maman, je me suis dit, je vais quand même mettre une touche qui vient de moi-même. Les bourgmestres de la commune de Kalamou saluent cette action de la Sonal SA. Là aussi suivre. C'est une société para-étatique. Okay? Comme il pouvait se pencher plus à l'État, comme elle-même, elle est capable quand même d'anticiper, c'est ce qu'elle a fait. Pour moi, c'est une bonne chose. Ils ont fait un retrait, mais ils ne se sont pas effacés dans la Sonal. À chaque fois, Sonal aurait peut-être besoin d'expertise, d'expérience. Il pouvait être contacté. Une expression de joie des bénéficiaires. So mon lero na vivre, na passé na opération ndenge na ndenge. Opération ya prostate, ya ba appendicite, la société vraiment a remercié ngai, a salisi ngai, na salpe mo sana ye, na fin a carrière na commune. La journée s'est clôturée par une manifestation autour d'une table, à boire, à manger, la danse pour tous, l'ambiance était totale. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Suite à son intense activité médiatique en ce mois d'octobre, Sangara est bien parti pour prendre la place autrefois occupée par Vital Kamerhe. L'Union sacrée a décidé, sans primaire cette fois-ci, qu'il serait son candidat unique pour la présidence de l'Assemblée nationale, un mot d'ordre que les autres challengers sont contraints de suivre. Après des contestations qui ont paralysé les activités au Palais du Peuple la semaine dernière, un compromis semble avoir été trouvé entre la fonction publique et les agents de l'État. Le ministre de tutelle a dû s'impliquer personnellement pour décanter la situation. Il s'est tenu à Kinshasa ce jour un atelier sur le système de protection des enfants en République démocratique du Congo, une initiative du Bureau international des droits de l'enfant avec la participation active du gouvernement pour aboutir à un système plus inclusif et donc davantage pour les enfants. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.